Elle a pu vivre ce qu'aucune femme, pour l'instant, n'a pu expérimenter en France, passer un mois entier à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale. Elle est notre invitée du jour. Bonjour Nathalie Guibert. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de votre immersion extraordinaire. Vous êtes journaliste au journal Le Monde et auteur de cet ouvrage « Je n'étais pas la bienvenue » dans lequel vous retracez votre expérience hors du commun, on peut dire ça comme ça. Vous avez eu en effet l'autorisation exceptionnelle de la Marine française pour pouvoir partager un mois complet à bord d'un sous-marin en mission secrète. Pourquoi c'est à vous qu'on a donné ce privilège ? Peut-être parce que je l'ai demandé, tout simplement. Et c'est vrai que ça faisait partie de mes idées de reportage assez vite en tant que journaliste de défense. Et au départ, je n'ai pas spécialement pensé d'ailleurs à leur demander « je veux être la première femme à ». Je voulais simplement être la première journaliste à passer quasiment toute la navigation en réalité en mission. Donc la demande, c'était un peu ça au départ. Et après, bon... les choix ont été faits dans des conditions que je ne connais pas totalement, donc tant mieux, c'est tombé sur moi. C'est une expérience que vous avez réclamée, vous l'avez dit, que vous avez attendu longtemps, je crois près de 3 ans d'avoir cette réponse positive. D'où vous venait cette envie profonde de participer à une mission, en tout cas d'être enfermé aussi longtemps avec des sous-mariniers sur sous-marins? Quand on voit qu'il y a quelque chose de totalement fermé, et a fortiori fermé aux femmes, on se dit forcément on a envie d'ouvrir la porte, de mettre son pied dans la porte. Et donc c'était vraiment de la curiosité pour quelque chose qui est parmi les secrets les mieux gardés en fait des armées, parce qu'on a quand même accès à pas mal de choses, et donc de la vraie curiosité journalistique à la base. Comment vous avez fait pour gérer cette double contrainte d'être à la fois étrangère, d'un monde totalement étranger à l'univers des marins, et d'être femme au milieu de 75 hommes. Il y avait 75 hommes à bord. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout conçu pour nous, les femmes, dans ces espaces extrêmement réduits. Normalement, il faudrait qu'il y ait des sanitaires séparés, des douches séparées et des couchages séparés, ce qui n'existe pas. Donc, vous dormiez avec eux, vous l'écrivez, vous êtes dans une des couchettes avec 4 autres marins. Exactement, dans ce qu'on appelle la chambre à 5, qui est quand même une chambre relativement, de taille relativement petite par rapport au poste d'équipage où ils sont une bonne dizaine. Donc j'ai été mêlée à eux, effectivement, complètement. Et ce confinement, cette exiguïté où l'intimité n'existe pas, comment vous l'avez géré cette question-là? Est-ce qu'on l'a gérée pour vous même? Alors, au début, c'est vrai que c'est assez pesant au sens où physiquement, on ne peut absolument pas se déplacer sans toucher quelqu'un. Donc on passe sa journée à dire pardon, à ne pas savoir où se placer, être toujours au mauvais endroit, à être crispé comme ça, un peu tendu quand on s'assied quelque part. Et puis finalement, en réalité, ça se régule. Et puis l'œil aussi se conforme au petit espace disponible. Mais est-ce qu'on leur avait donné des consignes vis-à-de vous? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait l'effort de se tenir, même sur la nudité ou leur intimité à eux? Je ne sais pas quelles avaient été les consignes. Moi, ma demande, c'était, et ce que je leur ai dit en arrivant, c'est faites tout comme d'habitude. Alors, j'imagine qu'il y a eu quand même un peu de retenue, 2-3 choses qu'ils n'ont pas faites. Mais je voulais vraiment qu'ils se comportent comme à l'habitude. Et donc, effectivement, certains, au bout d'un moment, ont plus fait trop attention à ma présence et aller à la douchette avec leurs petites serviettes et en caleçon, comme on fait quand on est à la maison, les uns et les autres. Vous expliquez que votre présence s'apparente à une greffe, à un corps étranger qui doit se fondre, on va dire, dans l'organisme. Et puis, en définitive, il faut que ça fasse un tout qui fonctionne. Est-ce qu'à un moment donné, cette greffe, elle aurait pu ne pas prendre? C'était ma principale appréhension, c'était ça. Je me disais... Si je rentre dans cet univers et qu'au bout de quelques jours, ça ne colle pas,
ça va être vraiment difficile. C'est-à-dire que non seulement je n'arriverai pas à travailler comme je l'espère, mais humainement, ça va être pénible. Et donc, et puis je suis partie avec cette injonction du commandement de l'escadrille à Toulon qui m'a dit vous allez être absorbé dans l'équipage. Je me suis dit bon, alors, je vais me diluer. Et en réalité, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, pour comprendre, il faut être accepté. Pour être accepté, il faut être absorbé. Et donc, j'ai eu l'impression, je pense que certains ont gardé quelques petits secrets, mais se sont tenus à distance. Mais j'ai eu l'impression quand même d'avoir réussi ça, c'est-à-dire de m'être bien coulé dans la petite famille. Tout le monde a joué le jeu, vous le dites, sauf un personnage avec lequel ça ne se passe pas très bien, mais vous êtes obligé de prendre sur vous énormément pour pas que ça pète. Oui, alors ça c'est vrai que... Je m'étais attendue à ce qu'il y en ait plusieurs, mais en réalité, je pense aussi qu'on focalise sur quelqu'un au bout d'un moment. Et là, j'ai senti qu'il y avait un marin qui n'était pas du tout d'accord avec non seulement ma venue à bord, mais ce que je pouvais y faire, les questions que je posais, qui trouvait que tout ça était parfaitement intrusif et inutile. Et en tout cas, qui a manifesté effectivement pas seulement une distance, mais quelque chose que j'ai ressenti comme un peu hostile. Et du coup, c'est vrai que quand on digère tout ça, après coup, je me suis rendu compte que si j'avais été à l'extérieur, j'aurais dit franchement des choses, mais que j'ai tues sur le moment, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'éclat à bord. Tout le monde respecte cette retenue. Vous évoquez souvent l'héroïsme de ces hommes qui acceptent évidemment cet enfermement qu'on leur impose, même s'ils l'ont choisi, et l'isolement pendant des mois, coupé des familles. Ils se plient à une exigence extraordinaire. Comment ces hommes parviennent-ils à se sevrer de l'extérieur, à couper les liens affectifs qui les lient à leur famille, leurs enfants? Et c'est vrai qu'on dit souvent, quand on parle de la guerre, l'héroïsme, c'est le sang, la poussière. Et c'est vrai que quand on regarde a priori de l'extérieur la mission des sous-mariniers, on se dit ils ne font pas vraiment la guerre, ils ne sont pas au contact du feu, etc. Mais pour moi, effectivement, l'héroïsme quotidien de cette mission, c'est le fait d'accepter de retourner chaque année et quelques, pendant 3 mois et demi, dans cette boîte de métal, dans cet enfermement volontaire, en sachant le prix que ça coûte d'être coupé de ce qui fait la vie, c'est-à-dire d'abord sa famille, évidemment, les êtres chers, mais aussi l'air qu'on respire et la beauté de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, je pense que pour eux, c'est une discipline. Après, ils font des choses qui les intéressent, donc ils vont se persuader que c'est également formidable là-dessous. Mais c'est difficile, c'est objectivement difficile. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils sont manifestement usés aussi physiquement par cette entreprise. On leur impose de ne faire que 15 ans maximum dans des bateaux sous-marins. Mais c'est beaucoup. Et après, ils passent à des emplois sur Terre avant d'être à la retraite. Face à cet héroïsme, face à cet héros, vous vous êtes trouvé à la hauteur ? J'espère avoir compris ce qu'ils vivaient, en fait. C'était ma modeste ambition. Et c'est vrai que certains m'ont dit qu'ils étaient heureux aussi qu'on exprime à l'extérieur ce qu'ils pouvaient vivre, puisque eux ne peuvent pas le faire par définition, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas tellement parler de ce qu'ils font. Donc, bon, c'est une modeste contribution, mais ouais, je pense que j'ai pu témoigner de ce qu'ils vivaient. Vous avez littéralement placé votre vie entre leurs mains. Quel sentiment ça induisait chez vous? Alors, moi, il faut leur faire totale confiance. Parce qu'effectivement, moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. Il y a des pannes régulièrement dans ces bateaux-là, c'est inévitable. Il y a les parois qui craquent aussi. Il y a des bruits, tout d'un coup des choses qui s'éteignent, des gens qui cherchent, qui investiguent pour réparer les choses. Et donc si on n'a pas confiance, je pense qu'on commence à s'inquiéter beaucoup. Mais je leur faisais totalement confiance et j'ai même dormi avec des bouchons parce que je dors tout le temps de façon isolée en me disant bon, de toute façon je remets ma vie entre leurs mains et s'il y a un problème, advienne que pourra. Mais je disais que les parois craquaient, effectivement, ce sont des bâtiments qui peuvent, en tout cas celui-ci, descendre à 300 mètres de profondeur. Ces craquements qu'on entend peuvent générer une forme d'angoisse ou de peur. Vous n'avez jamais eu peur
Non, on n'a pas peur de ça. Je pense qu'on écarte un peu effectivement ce qui peut se passer. Les craquements, en réalité, ils sont assez... donc, ils surgissent ponctuellement comme ça, mais on sent du coup que le bateau vit, qu'il a une plasticité relative. C'est pas ça, c'est plutôt de se dire, bon, peut-être qu'un jour on pourra rester coincé au fond. C'est arrivé dans le passé, il y a des marins qui ont connu ça, et ça, je pense que c'est une appréhension, oui, mais qu'on met un peu loin dans sa petite tête. Cette expérience, vous l'aviez rêvée, vous le dites, vous l'aviez probablement même idéalisée. Est-ce qu'en définitive, elle est à la hauteur des attentes que vous aviez mises dedans ? Mais j'en ai pas eu assez, en fait. Moi, je pense que c'est un monde qui se laisse pas comme ça découvrir facilement, pénétrer facilement. Et je pense que j'ai pas encore tout compris ni tout découvert. Donc, qu'est-ce qui vous en reste de cette expérience aujourd'hui avec les semaines qui ont passé, l'écriture du livre ? Je pense que c'est quelque chose qui densifie beaucoup l'existence, en fait. Ça vous a changé, votre existence, votre façon d'appréhender le quotidien, par exemple ? Je pense que ça m'a fait toucher du doigt des choses, évidemment, qu'on ne peut pas soupçonner. Et surtout, je pense que c'est tellement extraordinaire de ressortir, de retrouver la lumière. Quelle bouffée de vie à la fin du livre, effectivement, quand vous retournez sur Terre. Par contraste, on se dit, oui, là... Et donc, c'est aussi un voyage intime et intérieur, évidemment. La mort, d'ailleurs, est souvent une question qui est abordée et qui est là, partout, et par rapport à la vision qu'on a de soi-même enfermé, et par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur. Il y a un marin qui vous dit, quand il sort, la première question qu'il se pose, c'est qui est mort à l'extérieur, que je connaissais ? Soit voilà, c'est parce que la vie continue à l'extérieur. Eux sont dans un monde vraiment parallèle à côté, et donc ils vont rater des épisodes. Et donc quand ils vont sortir, et ça m'est arrivé, ils ont le choix soit de rattraper un peu, comme on pourrait rattraper à l'actualité en reprenant la pile des journaux dans le temps, soit d'accepter que bon, un morceau est passé et que eux ils vont continuer et aller de l'avant, mais en ayant raté un petit morceau de l'existence du monde, c'est ça. Vous avez créé des liens à bord. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous avez gardé un contact amical avec certains marins ou officiers que vous avez rencontrés ? C'est compliqué, parce que c'est des gens qui ne doivent pas s'exposer, qui doivent maintenir le secret. Et donc, je pense qu'il y a des choses, oui, qui sont restées et qui resteront. Après... on ne doit pas trop en parler. Alors ce sera ma dernière question, parler de féminisation des équipages dans les sous-marins. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas encore en France, même si les autorités françaises vont ouvrir la féminisation des équipages dans les sous-marins. C'est une féminisation qui existe aux États-Unis ou dans certains pays du Nord en Europe. Comment les hommes que vous avez rencontrés à bord conçoivent cette évolution et appréhendent cette évolution ? Il y a plusieurs points de vue. Certains qui sont convaincus que ça ne sera qu'une source de problèmes, mais je pense qu'ils ne sont pas majoritaires. D'autres qui disent, voilà, très fatalistes, on ne peut pas faire autrement maintenant, ça nous tombe dessus, on va faire avec, on va s'organiser. Hein. Et puis ceux qui pensent que ça va se régler de façon totalement naturelle au fil du temps. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Il faut qu'il y ait un vivier de jeunes femmes à l'école navale, parce que pour l'instant... Ce sera des officiers pour l'instant ? Voilà, pour l'instant on parle que des officiers. Le vivier est très petit pour l'instant, donc ça va être très progressif, peut-être une génération va être nécessaire. Et puis il faudra, je pense au fond, que soit levé dans ces bateaux qui sont vraiment les plus compliqués, cette vieille superstition du fait qu'une femme à bord, ça porte malheur. Bah oui, donc certains l'admettent, mais c'est une réalité inconsciente. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Guibert pour cet entretien et merci pour votre livre passionnant dont je rappelle le titre « Je n'étais pas la bienvenue » et on va préciser que c'est aux éditions Paulson. Merci. Merci encore.